Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Rendez-vous de l'Histoire. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos studios de RCF Notre-Dame Besançon le père Lucien Converset. Lucien Converset, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions de La Passerelle, une petite édition dauloise, Fallait pas y aller, Algérie, cette terre où je suis né à la non-violence pendant la guerre, avec la préface de Christophe Lafaille. Alors, on va rentrer véritablement dans cette guerre d'Algérie qui, je le rappelle, a démarré le 1er novembre 1954 pour s'achever avec les accords d'Évian en mars 1962 et puis officiellement l'indépendance de l'Algérie qui a été proclamée en juillet 1962. Donc, je rappelle que vous étiez né en 1937, Lucien Converset, qu'à 22 ans, eh bien, vous partez pour l'Algérie. Alors, il faut rappeler aussi, Lucien Converset, que avant de partir en Algérie, vous aviez quand même fait ce qu'on appelle ce 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Mont-de-Marsan et Bayonne, qui vous a aussi d'une certaine manière propulsé dans cette guerre, on peut dire ça? Oui. Alors, oui. Bonjour et amitié à vous tous, chers amis. Et propulsé, vous venez de dire, oui, je dirais aussi balancé. Oui. J'avais à 17 ans, alors que j'étais au séminaire de Vaux-sur-Poligny encore, et j'allais bientôt entrer dans le grand séminaire de Montciel, à Lons-le-Saunier, puisque je suis né à Dampierre dans le Jura, donc faisant le séminaire dans le Jura à l'époque. Et à 17 ans, on est adolescent, je voulais travailler à vaincre mes peurs, mes appréhensions, oui. Et j'apprends que on peut faire du parachutisme. Alors, j'ai pas un sou, on peut faire du parachutisme de manière gratuite. C'est l'armée qui nous le propose. Et je ne vois pas le piège dans lequel je vais tomber, alors vraiment, dans lequel je vais être parachuté, c'est le cas de le dire. Alors, je vais pouvoir faire gratuitement, aux portes du séminaire, on venait nous chercher avec GMC pour aller s'entretenir, faire tout un apprentissage. C'est ce qu'on appelait la préparation militaire, la PM. Alors apprendre le tir, et parachutisme tout particulièrement. Car si j'obtenais mon brevet de parachutisme, quand je serais soldat, je recevrais une solde à l'air. C'est-à-dire, au lieu de toucher à peu près, on va dire 1000 francs à l'époque, on en touchait 5000. Oui. Donc, oui, je me dis, tiens, ça m'aidera pour des activités. C'était la génération où on n'avait pas d'argent de poche, et pour pas être trop à charge de la famille, parce que souvent, alors, ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que le soldat, mais ça dure depuis longtemps, c'est que le soldat, l'armée lui donne à manger pour l'entrée, mais faut savoir que c'est souvent les familles qui ajoutent ce qu'il faut pour que le soldat ne mange à sa faim et mange correctement. Donc, me voilà préparant ces stages, et de fait, j'obtiens mon brevet de parachutisme, mon préparatoire, voilà. J'ai 4 sauts. Heureusement que le parachute s'ouvrait, je suis pas un fanatique. Heureusement que tout marchait très bien. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est que en 58, en fin juillet 58, quand je reçois la feuille on est en pleine guerre d'Algérie, feuille pour partir soldat, je suis immédiatement c'est envoyé. Je dois me rendre. Alors qu'à l'époque, séminariste d'Estella, on portait la soutane, c'est incroyable. Oui. Je vais me retrouver parachuté, c'est le cas de le dire, dans la caserne Mont-de-Marsan, Bayonne, pour, alors à ce moment-là, faire ce qu'on appelle les stages pré-AFN, Afrique française du Nord,
car l'Afrique n'était pas l'Afrique, elle était française, francophone, accaparée française par, même, française, oui. Oui, nous l'avions, La colonisation. on avait mainmise la colonisation, aussi bien Afrique française du Nord, Afrique équatoriale du Nord, les cartes quand on était à l'école, finalement, je découvre petit à petit que en fait, je suis au service de la nation française, qui en fait est un empire, et la majorité de son empire est l'Afrique. Oui. Et je vais être vraiment formé militairement à ça, dans ce régiment de parachutisme. Alors, bien sûr, à l'époque, car on veut quand même sauver la face, à l'époque, et je vais tomber dans le 3e, en arrivant en Algérie, dans le 3e régiment de parachutisme, qui était créé par Bijard. Qui devait devenir le général Bijard, oui. Général Bijard, qui avait donc été créé par l'officier Bijard pendant la guerre d'Indochine, et qui revient en guerre d'Algérie, et qui est une des gloires, entre guillemets, de l'armée française pendant ce qu'on appellera, et qu'on appelle encore, la bataille d'Alger, qui va durer du 7 janvier 57 à septembre 57, et qui va être vraiment l'horreur de ce que l'armée française a fait. Ça, j'ai honte, je vais me retrouver. J'ai mal, je suis blessé de ça. Et c'est ce que j'ai voulu témoigner écrire, dans cet ouvrage. Oui. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé « Fallait pas y aller ». J'y suis allé. Point d'exclamation. Fallait pas y aller pour qu'aujourd'hui, nous ne retournions pas faire la guerre, nous ne retournions pas tomber dans la violence. Et hélas, on est en train d'y retourner. Alors vous quittez la France en novembre 1959. Hein. Oui. Je rappelle que la guerre d'Algérie, comme je le disais, a commencé par cet attentat, cet assassinat d'un couple d'instituteurs le 1er novembre 1954. Quand vous arrivez en Algérie en novembre 1959, on peut dire que la guerre est déjà bien, je dirais, est déjà très, très importante, très forte. On ne parle pas de guerre, on parle de pacification à ce moment-là. Les événements. Les événements d'Algérie, oui. Nous ne reconnaîtrons que nous avons fait la guerre d'Algérie qu'en 94, je crois. Oui. Donc, plus de 30 ans après les accords d'Évian. Oui. C'est là aussi, je voudrais dénoncer quelque chose qui, à mon avis, est grave. C'est comment nos trésors culturels nous sont pris. Il y a une attitude prédatrice de l'armée par rapport à notre culture. Vous voyez, par exemple, le beau mot de appeler, engager, mission. L'armée nous les a pris. Oui. Et elle va les glorifier, mais les glorifier dans sa mouvance. Et je vais petit à petit découvrir ça. J'ai mis du temps. Oui. J'ai mis du temps. Et c'est... déjà quand je suis soldat donc à Marsan, Mont-de-Marsan-Bayonne, je me rends compte, mais je dis donc, oh là là, mais nous sommes en pleine continuation de la colonisation. Alors on entend les discours, oui, je vous écoute, oui. On entend les discours les discours politiques où on veut quand même justifier. C'est ça, c'est un des drames d'ailleurs que je vais vivre. Comment? Moi aussi, je suis un homme violent. Je découvre combien je suis habité par la violence. Mais je découvre que la violence qui est en moi, je cherche, quand je sombre dedans, à la justifier par la violence institutionnelle. Et la violence institutionnelle, elle est typiquement portée par l'armée de notre pays, où populairement, beaucoup de mamans, de mamies croient qu'on va devenir des hommes. Et en fait, c'est lamentable, nous devenons des sous-hommes
car nous avons cessé de savoir essentiellement que pour être un homme, tu ne tueras pas. Or, nous apprenons à tuer. Alors, je rappelle que donc vous arrivez là-bas en novembre 1959, et tout de suite, vous allez partir dans ce qu'on appelle le bled, les Aurès, la Kabylie, Oui. avec votre section, avec cette compagnie qui est là aussi. Le terme est assez dur, je le rappelle, pour faire du ratissage, pour faire des camps aussi d'internement, en quelque sorte, pour ces populations qui sont là, qui sont donc, où il y a les Félaga, bien évidemment, cette armée de libération nationale de l'Algérie. Et là, vous êtes pris en tenaille, j'allais dire, Lucien Converset. Oui. C'est très vrai. Oui. Et j'arrive le 28 octobre 1959 à Alger. À Alger. Et je suis donc tout de suite intégré dans ce 3e RPIMA, où a été colonel et créateur de ce régiment le colonel Bijard, suivi du colonel Trinquier. Et à ce moment-là, on a un autre colonel, mais qui est dans la même mouvance, et où des gens comme M. Bijard sont déifiés par mes camarades. Et moi, je tombe là-dedans, je découvre, je dis, mais c'est bouleversant, quoi. Mais je découvre en même temps, car nous tissons des liens d'amitié merveilleux et profonds avec vos camarades. Avec mes camarades. Et je dis, oh là là, que de déchirements, de douleurs, de drames humains. Alors j'en raconte plusieurs dans beaucoup de témoignages, et particulièrement celui de Ahmed. Ah, votre ami Ahmed, oui. Un des grands drames de toute guerre, c'est que la puissance qui invasionne, c'était nous, France, nous avons invasionné depuis 1830 ce pays qu'est l'Algérie. Alors on s'est trouvé tout plein de prétextes, soi-disant que cette terre était sous les brigands. Mais nous avons eu une attitude de brigands. Il ne faut pas oublier que des gens comme le général Bugeaud ont pratiqué les enfumades. C'est-à-dire qu'on a enfermé les gens, ou des gens s'étaient sauvés et croyaient être en sécurité dans les grottes, et on les a enfumés de gaz qu'on a retrouvé après dans la guerre de 14, les gaz qui ont détérioré une grande part de nos ancêtres. Et cela, eh bien, nous aussi, on va le faire. Nous avons dans les Aurès ce pays merveilleux, ce pays qui avait été visité de manière profondément humaine, entre autres par une personne comme Madame Germaine Tillon, ethnologue, qui avait dit, j'aime beaucoup citer Madame Tillon, elle dit, j'ai appris dans les Aurès, elle est en 1934, elle est toute jeune ethnologue, j'ai appris à ne pas faire dire à ces personnes que je rencontre ce que des fois j'aurais souhaité qu'ils me disent, mais à leur permettre de dire ce qu'ils ont vraiment envie de me dire. Ce que je suis très touché d'expérimenter dans ce studio aujourd'hui. Vous me permettez de dire ce que j'ai vraiment envie de dire, et je vous en remercie beaucoup. Donc je vais tomber dans une forme de piège, en quelque sorte. Piège, oui. De la violence. Il faut savoir qu'en 59, il vient d'y avoir une rencontre qui va être décisive. C'est celle de monsieur du général de Gaulle avec le général Schall. Oui, tout à fait. Et pour réaliser, réaliser, je dis, j'enlève mon mot créer, c'est pas de la création, c'est de la détérioration. On va, et nous allons, moi je vais arriver dans une compagnie où on va poursuivre les gens. Il faut déclarer des zones interdites. C'est ça, des zones interdites. Oui. Alors, vous le dites dans votre ouvrage. Ces zones interdites, c'est en fait de très beaux villages nous avons forcé les gens à quitter. Alors forcé
en les faisant prisonniers, en les emmenant. Bien sûr. Oui, Manu Militari, et en brûlant, en incendiant, en brûlant leur mechta pour qu'ils n'y retournent pas. Cependant, ils avaient planté. Alors planté des oliviers. Certains vont y retourner quand on a faim, comme ils ont eu faim dans ces villages de regroupement, qui est une véritable. Certains ont été, je ne dis pas tous forcément, mais beaucoup ont été des véritables camps de concentration. Nous avons fait. Ça a été ce que Madame Tillon, et je la retrouve là, a appelé la clochardisation. Nous avons détérioré la culture berbère, de ce beau pays, berbère, algérienne. Nous l'avons bousillé, abîmé. Et le pire des drames, je le dis et je tiens à le dire en solidarité et amitié avec mon ami Ahmed, c'est que non seulement nous avons tué, mais nous avons fait tuer, par exemple des Kabyles, des gens de Loire-Sénis, par les gens de leur propre pays. Ce qu'on appelait les harkis. C'est les drames des harkis. Alors si vous le permettez, Lucien Coverset, on va marquer une courte pause musicale et puis on reviendra sur d'autres aspects de votre ouvrage. Fallait pas y aller. Oui. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret. Fallait pas y aller, ce livre bouleversant de témoignages signé Lucien Coverset, publié par les éditions de la Passerelle Adol sous la préface de Christophe Lafaille, donc, qui est membre capitaine de réserve de l'armée française. Alors, vous parlez du général Chasles. Dans mes souvenirs, Lucien Coverset, le général Chasles a été un des félons du putsch d'Alger d'avril 1961, avec le général Zeller, avec le général Jouot et avec le général Salan. On se rappelle le discours à la télévision du général de Gaulle, ce carteron de généraux en retraite qui ont failli renverser le général de Gaulle à Paris, en quelque sorte. Alors, rappelez-nous ce qu'était cette mission Chasles en Algérie précisément, Lucien Coverset. Alors, je crois que ça a été une des étapes. Il y a eu la bataille d'Alger. Après, donc, il y a eu ce grand drame pour plusieurs millions d'Algériens qui tenaient à réaliser l'autonomie, l'indépendance de leur pays, qui ont été obligés alors, des fois de se sauver, et quand ils ne se sauvaient pas, c'est le drame de tous les réfugiés, on venait les expulser en brûlant leur maison. En brûlant leur maison, oui. Pour les mettre dans des camps. Dans des campements, dans des camps, justement. Et on sait le drame des camps, et cela, on l'a créé dans plusieurs wilayas d'Algérie. Et moi, je me retrouve en 59, ça vient donc d'être institué, par le général Chasles, c'est déjà pas mal établi, et je découvre que, mais peut-être que je l'ai découvert après mon retour, que De Gaulle et Chasles sont vraiment là vraiment de connivence et la main dans la main. L'histoire nous dira qu'en fait, ils vont se retourner l'un contre l'autre. Oui. C'est donc dire que quand une institution n'est pas au service de l'humanité, elle est fausse, elle est non humaine. Et c'est ce qui s'est passé. J'apprends, et j'apprendrai encore un petit peu plus, qu'en fait,
le général de Gaulle lui-même tient à garder l'Algérie française, hein. Oui. Française pendant encore un moment. Il sait qu'il ne pourra pas, il faudra qu'un jour elle soit indépendante, mais quand on sera dans les pourparlers, notamment avec le GPRA, il faut que nous soyons les plus forts, M. Schall. Et donc, c'est vous, avec ce que vous êtes en train d'instituer, qui allez nous rendre possible que nous ayons le pouvoir. Alors, on va maintenir la guerre d'Algérie, c'est-à-dire de tuer, d'être tué, d'abîmer, d'être mené à l'abîme, on va le maintenir pour pouvoir être les plus forts au moment de ce qu'on déclarera que c'est un accord. Et 13 février 1960, le général de Gaulle crie victoire, on vient de faire éclater la bombe atomique française à Reagan. Oui. Et à ce moment-là, c'est le premier essai de la bombe nucléaire française. Oui. Et comme on va pouvoir garder le pouvoir, même si on arrive à un accord qui seront les accords d'Évian, alors lisons aujourd'hui les accords d'Évian, mais très peu de gens les ont lus. Alors moi, je suis de ceux aussi qui, le 19 mars, on a été contents, enfin des accords. En fait, la France demeurait en Algérie, en Algérie pour le gaz, le pétrole. Absolument. Et l'atome. Et l'atome, oui. C'est-à-dire qu'on va encore faire 3 essais, alors que l'Algérie est indépendante. En fait, la France va continuer à faire 3 essais nucléaires lamentables dans le Sahara, à Reagan et à d'autres endroits, pendant le fait que l'Algérie est indépendante. Et ça, c'était dans les accords d'Évian. C'est dans les accords d'Évian. Mais c'est dans les... Vous savez, c'est comme dans nos contrats d'assurance. On nous dit, une fois qu'on a le délit et puis que le méfait est réalisé, que l'accident est réalisé, on dit « Oh, vous n'avez pas lu dans les petites lignes. » C'est vrai. C'est que là, le contrat d'assurance, il est à notre... On croit que c'est à notre avantage. On va être assuré. En fait, nous n'y sommes pas. Et en fait... Ça, je le dénonce dans les accords d'Évian ont été des accords falsifiés en partie. Oui. Alors, oui. Tant mieux qu'on a arrêté la guerre. Le général de Gaulle va changer quand même d'avis parce qu'après, il va donc proposer ce référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Et puis, les 4 généraux félons vont être arrêtés, vont être condamnés à mort, etc. Donc, il va y avoir un changement quand même. On se rappelle que le Premier ministre Michel Debré n'était pas toujours d'accord avec ça, mais ça va se passer comme ça. Alors, mais nous resterons, et ça, il faut qu'on le dise aussi, nous allons rester... une puissance, la France reste, par la façon dont se sont faits les accords d'Évian, nous allons rester une puissance invasionniste de l'Afrique, colonialiste. Nous allons entrer dans une ère néocolonialiste. C'est le drame qu'on est en train de voir. Vous voyez, soi-disant, la guerre à Gaza est arrêtée. En fait, elle n'y est pas. Mais... en ce moment, il y a une intensification de la colonisation dans la Cisjordanie. Et nous avons intensifié nos colonisations par le biais du fric. Nous avons intensifié la colonisation de pays tels que le Mali, le Tchad, le Niger, car là-bas, il fallait non pas sauver la population, mais sauver la population pour qu'elle puisse extraire le métal qui va nous permettre de faire nos bombes atomiques. Et enfin, sous pression, on va arrêter quand même de faire les éclats, mais hélas, on va aller les faire. Et 193 essais nucléaires dans l'océan Pacifique. Alors, pour aller dans votre sens, Lucien Corbacet, si vous témoignez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un apôtre de la non-violence. Alors, la non-violence, on se rappelle le général de la Bollardière, avec ses témoignages, Gandhi, etc., Martin Luther King. Alors, avant de conclure cette première partie, rappelez-nous ce qu'est cette philosophie de la non-violence que vous exprimez précisément
en ce moment à notre antenne. Ouais. Alors, à la fois, je l'ai découvert, je pense que la capacité, c'est une belle question que vous me posez, je suis content, mais je vais rapidement, parce qu'on y reviendra peut-être dans la prochaine émission. Je vais être balbutiant, mais si vous voulez, je crois que dans chacun de nous, en chacun de nous, il y a ce désir profond, et je reviens à ce mot du théâtre grec exprimé par une jeune femme qui s'appelle Antigone. Oui. Je ne suis pas né pour haïr, je suis né pour aimer. Et j'ai expérimenté, mais tenant mon fusil, comme on tient une femme contre son cœur, nous étions obligés de tenir notre fusil. Vous voyez, ce qui est odieux qu'on a fait faire. Quand on me dit, oh ben si, ce serait bien qu'il soit éduqué, il faut refaire le service militaire. Oh, l'horreur! Tu tiendras ce fusil comme tu tiens une femme contre toi. C'est ce que m'a dit le fourrier quand je suis allé chercher mon premier fusil. Mais c'est terrible, c'est terrible. Alors, heureusement, la non-violence, elle est quand même blottie en chaque être, elle était blottie en moi, mais je vais mettre du temps pour la faire ressurgir, et grâce à des témoignages comme le général Bollardière, qui a osé, en pleine bataille d'Alger, 1957, alors qu'il est le général sur le massif blidéen, qui va oser aller dire à M. Massu, Général Massu, voilà mes étoiles. J'en veux plus. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire torturer. Et le drame, torture en Algérie pendant la bataille d'Alger, justifié, j'ose pas dire le mot, béni par l'aumônier militaire, M. Delarue. C'est terrible. C'est ça que je vais beaucoup aussi contester. Déjà en moi, parce que je continue à vouloir à être heureux que Jésus nous aime, malgré tout ce qu'on a fait de détérioration de notre humanité, et qui nous a dit arrêtez de vous entretuer, arrêtez, vous êtes fait pour aimer. Je ne suis pas fait pour tuer, pour haïr, je suis fait pour aimer, a dit Antigone à toute notre humanité. Et ça a été repris par Jésus qui nous dit, quand tu rencontres, et il me disait ça à moi, et c'est ça dont j'ai pris conscience petit à petit, à 20 ans, tous ces minaristes que j'étais, tout en me préparant à vivre dans le célibat de l'Évangile, je tenais à admirer les jeunes filles que je rencontrais, et ces jeunes filles où l'armée me poussait à en avoir des doutes sur elles, à les soupçonner comme étant j'ai appris à admirer et à regarder l'humanité qui est dans tout être, et même, et c'est ça le summum de la non-violence, même dans celui, et je pense à mon ami Ahmed, qui m'a dit dans la nuit de Noël. 1959, oui. On va terminer là-dessus, Lucien Commercel. Loulou, il ne pouvait pas dire Loulou. Loulou, Allah, il ne me veut plus dans son paradis. J'en ai tué 17 de ma race, 4 cousins, dans ce que on m'a fait faire. Pour sauver ma peau, j'ai cru que je sauverais ma peau, mais c'était pour être celui qui mène la torture dans la compagnie où je me trouve avec toi maintenant. Merci Lucien Commercel, on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer justement votre amitié avec ce Ahmed qui a été tué bien évidemment. Je rappelle ce titre de votre ouvrage, Fallait pas y aller, Algérie, cette terre où je suis né à la non-violence pendant la guerre. Préface du capitaine de réserve Christophe Lafaille, et c'est publié par les éditions La Passerelle. Adol, merci beaucoup de votre témoignage très fort qui ont dû beaucoup vers de l'émotion près de nos auditeurs. Merci de votre témoignage et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur cette même antenne. Merci à vous tous, chers amis.